à l'heure, il a été évoqué dans les débats l'idée que le projet et l'idée même du projet et en tout cas sa mise en route, sa mise en œuvre était initiée le plus en amont possible si on voulait effectivement un peu de réussite, et que pour l'initier, je pense que le premier interlocuteur à le faire, c'est effectivement l'élu qui, lui, est effectivement directement en prise avec sa commune. L'idée également que certains n'ont pas attendu la loi LCCAP pour pouvoir engager déjà alors on appelle pas ça peut-être, ou on appelait ça peut-être déjà des permis d'aménager, mais en tous les cas, on n'avait pas peut-être des règles comme elles sont effectivement aujourd'hui édictées. Elles sont, il y avait une volonté de mettre en évidence effectivement cette pluridisciplinée. Et cette illustration, donc, plutôt montrer le bon exemple. On va vous parler aujourd'hui du lotissement des usines dans la commune de Sèvres-Près. Et je vais laisser à chacun d'entre vous de vous présenter, et puis en tous les cas, peut-être dire 2-3 mots sur l'origine effectivement de cette initiative, de ce projet en tous les cas. Patrick Charpentier, je suis donc le maire de la commune de Sevré. Chacun se présente. Ok. D'accord, donc Jordan Ancelin, je vous ai parlé tout à l'heure de mon passage dans les tablettes de chocolat. Pour en sortir, je suis passée aussi au CAUE 79 pour aller faire du conseil en amont. Voilà, et ça fait du bien. Donc, je suis Christine Guérif, architecte et urbaniste. Et en équipe pluridisciplinaire, nous avions AGAP, mais spécialiste AEU, parce que c'était une démarche approche environnementale de l'urbanisme, voilà, managée par l'ADEME. L'ADEME était partenaire. Et le hydraulique environnement, bureau VRD, malheureusement, pas de paysagiste. La commune de Sèvres, donc c'est une commune des Deux-Sèvres. Alors on est dans le sud des Deux-Sèvres, sur une zone assez rurale. On est sur une petite commune, 650 habitants, mais avec une particularité topographique qui fait qu'on est vallonné parce que la Sèvre niortaise prend ses sources chez nous. Et donc, c'est une commune qui est assez attractive et on voyait notre population croître ces dernières années. Et nous avions envie d'accompagner cet accroissement de manière intelligente. Et aujourd'hui, lorsque des primo-accédants ou des jeunes veulent venir chez nous, ils ont deux idées importantes en tête. Les deux questions qui posent le plus souvent, c'est comment intégrer, alors ce n'est pas forcément le vocabulaire qu'ils emploient, mais comment intégrer le développement rural, le développement durable, l'environnement, comment est-ce que je peux participer à ça, même si je suis dans une petite commune rurale. Donc ça, il faut entendre ça. Et le deuxième argument, est-ce qu'il y a la fibre et est-ce que j'ai un gros débit Internet ? C'est leurs deux choses importantes. Et donc, au départ, on a entendu ça et on avait la volonté, nous, d'accompagner, de participer au développement de la population parce que ça maintient l'école, ça met de l'animation, etc. Et on a eu l'opportunité de récupérer 2,5 hectares dans le centre-bourg, en face les bâtiments publics et en face l'école. Et donc, comment est-ce qu'on pouvait faire pour intégrer ce que je viens de vous dire? Et le troisième élément qu'ils disent aussi, c'est qu'ils ne veulent pas habiter un lotissement parce que c'est souvent exclu de la commune, c'est en dehors, tout est carré, c'est anonyme, et donc on a des mauvais rendus sur les lotissements anciens. On peut avoir différents avis, mais en tout cas, nous, c'est ce qu'on entendait, quoi. Et donc à l'époque, comme on n'a pas forcément ces compétences en interne, on s'est retourné vers le CAUE et c'est Jordan qui à l'époque avec qui on s'est entretenu et qui nous a dit écoutez, c'est possible, mais c'est quand même difficile, pas de lotissement, mais plusieurs maisons, pas de consommation foncière. Moi, je suis agriculteur et quand je vois des terres partir en dehors de la production agricole, ça me fait mal au cœur. Comment intégrer aussi ces notions environnementales? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc elle nous a un peu influencés en parlant de permis d'aménager, en parlant de AEU. Donc pour nous, c'était des vocabulaires un peu qu'on découvrait, quoi. Et donc après, elle nous a influencés pour recruter des architectes, alors je mets compétents entre guillemets, mais avec qui notre demande pouvait résonner, puisque nous, on n'est pas
moi, je suis paysan, hein, je suis maire, certes, mais je ne suis pas capable d'avoir le vocabulaire, d'avoir la réglementation, etc. Donc, recruter une équipe avec qui on puisse s'entendre. Et donc, on a commencé cette démarche-là. Mais on a bien insisté, je réponds un peu longuement, mais à votre question, il faut être, je pense, extrêmement motivé, impliqué et convaincu, puisque quand même la démarche est très compliquée. Il faut être motivé pour vous suivre, pour intégrer des professions qu'on découvre, pour l'exigence réglementaire. Bon, mais si on est convaincu de ce que l'on veut, eh bien, on a avancé ensemble. Et certes, le permis d'aménager, comme on l'appelle, a été est enfin sorti, mais auparavant, on a passé un an et demi à se former au vocabulaire, mais aussi à la notion d'aménagement, d'équipe pluridisciplinaire. On s'est déplacé dans d'autres lotissements citadins, mais aussi, alors ruraux, on n'en a pas trouvé, mais plus ou moins citadins, et puis voir ce que ça voulait dire, les alignements, enfin la réduction des surfaces pour l'eau pluviale, etc. Et puis on avait aussi une exigence, qui était de dire, nous ne voulons pas, dans 10 ans ou 20 ans, dire il y a le village de Sevré et puis il y a un lotissement. Nous voulions que le village, cet apport se noie dans la vie villageoise, et donc que les différents critères qui marquent l'habitat, les voies routières, le végétal, etc., se retrouvent dans ce lotissement qu'on a appelé écoquartier. En mûrissant, on a banni ce terme de lotissement pour apprivoiser et intégrer le terme d'écoquartier. Et donc on a survolé la commune en hauteur, on a pris en photo et on a remarqué plein de alors typicité, je ne sais pas si c'est le terme qu'il faut employer, mais de caractères que nous voulions retrouver dans cet écoquartier. Et donc ça va, Madame Guéry va vous l'exposer et on reprendra ensuite. Très bien, oui. Comme on le voit, effectivement, c'est un processus assez long, volontaire, effectivement avec de la motivation. Christine va nous présenter effectivement l'opération et qui va nous retracer, on va dire, le parcours. Voilà, donc en fait, elle a quand même une particularité, cette opération, c'est que c'est vraiment une extension du cœur de bourg. C'est un petit bourg, mais c'était vraiment une extension. Et là, ce qu'on voit, la petite photo à droite, en fait, on a l'école derrière, on a 7 placettes qui étaient préexistantes, une halle qui a été réhabilitée pareillement en régie à l'occasion de l'opération, en même temps. Et c'est là qu'on a fait l'inauguration, d'ailleurs. Et puis, en arrière-plan, vous voyez les arbres. Oh là, non. Voilà, les arbres ici, et ben c'est là que ça se passe. Voilà, donc il y avait un cadre paysager extraordinaire et surtout cette proximité avec la mairie, l'école, la salle des fêtes et un vrai lieu de centralité. Et ça, c'était vraiment une demande qu'on ne retrouve pas une centralité, par exemple, à l'intérieur, elle était déjà préexistante. Donc, en fait, on a fait un vrai travail sur le territoire et sur son identité. D'abord par le cadre paysager préexistant, qui était magnifique et qui fait qu'aujourd'hui, c'est vrai que ça donne beaucoup de qualité aujourd'hui à l'opération. Donc, on avait de la problématique de voies d'accès, cheminement piéton à prolonger. On a travaillé sur les nous pour prolonger aussi, mettre en œuvre toute la question du pluvial qui était préexistante et puis avec l'accompagnement paysager. La station d'eau usée, il faudrait que je puisse vous la montrer parce que en fait, ici, sur ces photos, c'est un mixte entre le cadre paysager existant et ce qui a été rajouté par la suite. Ici, là, cette photo, c'est le bassin paysager. Alors, il est un petit peu creux, mais voilà, c'est un vrai grand espace paysager. Et la station EU, elle est juste derrière ici. Elle est par derrière. Et donc, c'est à la fois intégré, voilà, et ça joue son rôle. Donc ça, c'était important de travailler. Ici, je le dis maintenant aussi, peut-être on le redira, ça a été planté par les habitants. Ça n'existait pas, cette haie. Ça a été planté par les habitants. Celle-là aussi. Donc, il y a eu tout un système de management dont on reparlera. Donc,
ce que vous voyez en encadré, c'est le travail de Jordan. Donc cette étude sur ce que M. Charpentier a toujours appelé les typicités. Voilà. Et donc une analyse des villages essentiellement. Et à partir de cette analyse, on a créé les espaces. Donc, par exemple, ici on retrouve encadrement par les haies. Voilà, on a construit le projet avec des encadrements. Les murets de pierre, on n'a pas trop travaillé ce vocabulaire-là, mais par contre, on l'a travaillé au niveau des implantations du bâti. Les caractères... voilà, les rues sinueuses, vous voyez, voies sinueuses sans trottoir. Eh bien, c'est ce qu'on a fait. Parfois, il y a des trottoirs, mais il y a toute une partie en haut de l'opération sans trottoir. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a une intégration très forte aujourd'hui de l'opération à l'intérieur du bourg par rapport à ces typologies-là. Par rapport au stationnement, des décrochements, donc on va le retrouver. Voilà, on retrouve ici des poches de stationnement. La question de l'AEU nous a beaucoup aidés. Alors c'est vrai qu'au départ, ça paraissait peut-être un petit peu dogmatique même. Et je me souviens, quand Agap a présenté son travail, tout au début de l'esquisse, les élus ont été un peu interpellés. Et en fait, M. Charpentier s'est vraiment saisi de ça et on a pu le concrétiser. Mais il y avait un passage pas évident du tout de changement des mentalités, de voilà, ce genre de choses. Et par exemple, là, on avait des petites poches de... Ça marche plus ici. Des petites poches de stationnement. La question de la voiture. Au départ, on ne devait même pas faire rentrer les voitures. Bon, finalement, quand même, on est quand même dans le pays mélois. Donc, la voiture, elle est rentrée, mais beaucoup moins. Et puis, on a essayé de la cantonner dans les espaces pour la voiture. En voie unique. En voie unique aussi, voilà, une voie à sens unique. Ça a été aussi un des outils. Donc là... les accotements enherbés, la création de liaisons douces végétalisées, on la voit ici, hein, cette liaison douce végétalisée, intégration des éléments techniques, ça c'est un vrai sujet aussi pour le travail, traitement de voies simples, largeur réduite, cohérence des haies de clôture, tout ça, ça a été mis en œuvre dans le projet, vous le voyez sur les photos. Alors, pour résumer en fait le projet, la structure du projet, on la retrouve ici, c'était effectivement cette voie-là en sens unique, à boucler sur le chemin de la Mantelière avec 2 accès. Du courage aussi, parce qu'il fallait faire quand même ces 2 tronçons-là hors budget du lotissement. Hors budget du lotissement. Donc il y avait un équilibre aussi par rapport au financement. Des petites placettes avec justement les petits hameaux qu'on retrouve. Vous voyez, un petit hameau comme ça, on le retrouve là, on le retrouve là. Donc un vrai travail architectural autour des placettes. Une implantation des constructions suivant la topographie, parce que c'est pentu. Le maillage arboré accompagnant les voies qui vient compléter le cadre arboré tout autour de l'opération. Un maillage piétonnier, on le voit ici en jaune. Tout est relié en piéton, et notamment à l'école de l'autre côté. Le dispositif paysager de la gestion des eaux pluviales, enfin tout ce qui est en vert, qui est paysager, il y a voilà, ça sert aussi pour la gestion du pluvial. Alors après, on va parler de ça. Alors ça c'est le sujet. Parce qu'en fait, le PAP, c'est le projet architectural, paysager, environnemental. Le projet paysager, comme je viens de montrer, ça se faisait déjà depuis longtemps. Et c'est un travail presque plutôt en 2D. Et là, avec ce travail-là, à partir des typicités locales, ça a été un travail en 3D. Et qui nous a aidé aussi à faire ce travail en 3D, c'est la dimension environnementale. Et vous voyez ce petit SketchUp là, eh bien ça a été fait par Agap pour traiter les questions d'ensoleillement, d'orientation des constructions, d'ombre portée. Parce que là, on travaillait quand même sur du lot de 750 mètres carrés de moyenne, et ce n'était pas du tout l'habitude, vous imaginez, dans le pays mélois, le 750 mètres carrés. Donc voilà, il fallait faire cette approche-là. Et cette approche-là, elle est intéressante par le 3D. Et c'est vrai que le projet architectural qui a été développé à l'époque, même pour nous, c'était nouveau. Même nous, les urbanistes, on avait tendance à travailler en 2D. Et ça, c'est vraiment vraiment l'objet de la formation de permis d'aménager que met en œuvre MAGE, ce travail là-dessus, sur le 3D. Donc, le travail de Jordan avec
la question de l'implantation à l'alignement, les façades, les pignons, les ouvertures sur l'espace public, les décrochements de façade, des hauteurs, etc. Et ça a été travaillé. Et je vais vous montrer après par quel outil. Donc là, on voit déjà comment ça peut être mis en œuvre au niveau de ce projet architectural. Ici, la volumétrie des bâtiments. Ça, c'est compliqué, la volumétrie des bâtiments. Les constructeurs, on a plutôt dans les modèles des maisons carrées. Et pas... Alors, Monsieur Charpentier disait toujours les longeurs, les longères. Voilà, il fallait retrouver ce vocabulaire. Et regardez, par rapport aux photos de référence que Jordan avait mis dans le document, donc ça et ça, eh bien aujourd'hui, on a ça et ça. Donc, en termes de volumétrie, alors peut-être, évidemment, on a des rez-de-chaussée un peu surélevés ici. Et ça, c'est compliqué à faire. Ça, on n'y arrive pas. Mais par rapport à celui-là, regardez, il y a quand même une ressemblance. Mais pour ça, il fallait accoler les maisons. Donc, dans le règlement, on a accolé les maisons. Et puis, on a géré. Mais en même temps, ce sont des maisons. C'est simple. C'est pas, ça reste la maison même basique du catalogue des constructeurs. Voilà. Alors, ici, un petit peu plus sophistiqué, parce que ça, c'est un projet d'architecte. Les proportions entre les portes, les fenêtres, là on les retrouve aussi, les proportions. Le bois qu'on a retrouvé aussi quelques années après dans cette opération. Les couleurs. Alors, comment on y arrive ? Eh bien, l'outil, c'est le règlement. C'est le règlement complémentaire. Et c'est le règlement graphique. Donc, à l'époque... Voilà, on a construit ce règlement. Alors là, parce que j'ai mis plein de petites notes, parce que j'ai quelques messages à propos de ça. Voilà, donc je fais une petite parenthèse, parce que ça, c'est vraiment l'objet de la session de perfectionnement de la formation permis d'aménager MAGE. Et c'est vraiment un appel aux architectes. C'est comme ça qu'on va traduire le projet architectural avec la règle. La règle, c'est-à-dire il faut commencer par faire le projet architectural en 3D et après on le dispose dedans. Voilà, et on apprend à le faire dans la session de perfectionnement de MAGE. Alors, donc on voit c'est pas forcément extrêmement compliqué. On a travaillé sur quoi ? Ça me rappelle le projet qui a été présenté précédemment par Julien Boideau. C'est voilà, avec des zones inconstructibles, parfois des zones d'accroche, comme on a ici en bleu, des orientations de façade, la gestion aussi des gabarits, par rapport aussi au relief, le rez-de-chaussée, le R+1. Voilà, donc ici, vous voyez, on a la légende ici. Donc, c'est quand même pas très compliqué. Je ne pense pas que le service instructeur a trop souffert avec ce type de règlement. On a quand même fait une modification du PA, parce qu'on avait des accroches à 2 mètres et ça a posé problème pour mettre les voitures devant. Et là, monsieur le maire m'avait demandé de faire un modificatif de PA pour passer à 4 mètres. Alors, en fait, ce qu'on a fait, et c'est une clé, c'est que dès que le projet il est sorti, avant même la rédaction du règlement, j'avais suggéré à monsieur Charpentier de faire une rencontre avec tous les constructeurs locaux, tous les CMistes, voilà, les constructeurs de maisons individuelles. Ils sont venus, ils ont été invités, ils sont venus nombreux et on leur a présenté le projet. Et on leur a dit, est-ce que vous pensez que ce projet, il tient la route ? Alors ils nous ont dit, bon, c'est vrai que c'est des lots un peu plus petits que d'habitude, du 750, ils étaient habitués au 1500, mais de moyenne, mais quand même. Et ils nous ont dit, oui, c'est bon, ça passe. Alors, c'est vrai aussi que, avec ce règlement, plus ça, peut-être 2-3 ans après, le lotissement toujours vide. Alors, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé tous les constructeurs qui étaient venus à la réunion et je leur ai dit pourquoi c'est vide. Et en fait, ils m'ont dit parce que la construction s'est complètement arrêtée dans le secteur. Je leur ai demandé est-ce que c'est à cause des contraintes ? Ils disent bon, il y a un peu de contraintes, mais c'est pas ça, c'est qu'on a arrêté de construire dans le secteur. Donc, le fait de travailler avec eux en amont, c'est la clé. Et ça avait aussi l'intérêt qu'ils repéraient cette opération, on leur disait mais amenez vos clients, amenez vos clients chez nous, et ils n'ont pas dit non, Alors aujourd'hui, il y a quand même sur 27 lots, il y a 6 lots construits, 8
Voilà, 8, dont de l'eau fait par la commune, mais ça, M. Charpentier vous en parlera. Voilà, donc c'est pas si mal par rapport au secteur, mais quand la question de la communication, de l'accompagnement, que les gens y comprennent que non, mais ne le voyez pas comme contrainte, c'est plutôt de l'accompagnement, on vous aide. Et ça, c'est un vrai message pour l'architecte, parce que sinon, c'est trop vécu par les contraintes. Voilà. Alors, ce que je pense peut-être, c'est que 27 lots, c'était peut-être un petit peu beaucoup. Et il y a vraiment une réflexion à mener avec les maires courageux qui se lancent dans les opérations de lotissement pour éviter les lotissements vides qu'on a trouvés aussi quand j'ai fait la formation à Agen. C'était le même problème. On a des lotissements vides. Et ça, c'est dramatique, les lotissements communaux vides. Et du coup, peut-être viser des tailles plus petites pour arriver à mieux maîtriser ça. Voilà. Donc, ça, c'était l'aspect réglementaire. Et puis, la question du management. Quand M. Charpentier disait un écoquartier à la campagne, quand on n'a pas de transport en commun, est-ce qu'on parle d'écoquartier? Mais en fait, il a beaucoup été valorisé, l'écoquartier, par la question du management, c'est-à-dire, on voit là les messieurs, en fait, il y avait des messieurs, ils faisaient des plans, ils s'occupent d'un arboretum sur la commune, ils faisaient des plans. Monsieur Charpentier leur a demandé de préparer les plans, après ils ont fait une grande fête de plantation, il y a eu la halle construite avec le cantonnier et les jeunes du village. Voilà, sur ce chantier, c'est là qu'on a fait l'inauguration à droite. Et puis peut-être M. Charpentier parlera de la suite, c'est-à-dire comment après il y a eu des maisons passives managées aussi par la commune. Merci Christine. Alors avant de parler de la suite, moi je voudrais revenir sur l'origine parce qu'elle est fondamentale, et notamment le rôle de Jordan quand effectivement il y a cette première prise de contact avec Monsieur le maire, la façon dont vous allez effectivement le conseiller, le sensibiliser à la démarche effectivement à entreprendre et dans quel sens en fait on avance. Oui. En fait, vous l'avez compris, on était déjà en présence d'un maire qui avait quelques idées, quelques envies et un intérêt, surtout une curiosité. Donc ça a été assez simple. Et finalement, la première chose qu'on a fait, c'est vous emmener dans le bourg. On est allé voir, je me souviens, il y avait un petit lotissement juste en face, un peu plus classique. On est allé voir toutes les photos que vous voyez dans le document. C'est un document tout simple, hein. Enfin, c'est quelques pages. On avait pris des photos ce jour-là, on avait discuté, vraiment en regardant dans le village, tiens, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui fait que ça marche à cet endroit-là. On a essayé de décrypter un petit peu. Vous l'avez dit tout à l'heure sur les formes, sur les matériaux, sur les types d'alignement, sur les petits espaces résiduels qui composent la qualité de l'ensemble. Et puis, à contrario, on était allé voir ce lotissement un peu plus classique, où on avait la voie toute tracée, les grands trottoirs avec les bagnoles qui stationnent dessus. Et on s'est dit, bon, vous voyez le gap qu'il y a entre les deux, comment est-ce qu'on peut travailler par rapport à ça? Donc, en fait, vous disiez aussi, on est arrivé avec une approche un peu techno, quelque part, quoi. L'AEU, c'est des problèmes, des procédures qui sont quand même assez lourdes, assez complexes. Et pour répondre à ça, on s'est dit, bon, allons tout de suite sur le terrain, on regarde. On regarde ce qu'on aime, on essaie de comprendre pourquoi on l'aime, et on essaie de voir comment est-ce qu'on peut le retrouver plus tard, tout simplement. Donc c'était finalement assez simple, et c'est juste génial de vous voir maintenant, parce que c'est vous qui faites la sensibilisation et le boulot, finalement. Donc dans ce cadre-là, tout est assez facile. Pour nous, je vous vois dodeliner. Effectivement, pour vous, c'est forcément plus compliqué. Là, c'est vrai que c'était une approche environnementale de l'urbanisme. Je crois me souvenir que ça m'avait un peu interrogée, effectivement, à l'époque, en me disant écoquartier sur ce secteur-là. C'est vrai qu'on avait plus l'habitude d'écoquartiers un peu urbains. Donc là, c'était vraiment comment est-ce qu'on fait ça dans un milieu très rural, sur des grandes parcelles. Donc voilà, ça se grande parce que oui, 750, maintenant, c'est des grandes parcelles. Donc tout ça posait question, mais voilà, petit à petit, on a réussi à faire le lien. Ce qu'on disait souvent au CAUE, c'est que l'idée, c'était de trouver le bon binôme, quoi. Enfin, voilà, trouver le bon concepteur pour le maire en présence. Et là, clairement, ça a matché tout de suite, et on est content que le marché public ait servi à ça. C'est quand même le meilleur des cas quand ça arrive, quoi. Donc voilà, qu'est-ce qu'on...
Non, mais je pense que c'est effectivement un rouage fondamental, hein, à la fois à l'origine de l'opération et à la fois dans la continuité, ou en tous les cas dans le fait que vous mettiez en rapport, effectivement, en fonction de l'importance du projet, le bon interlocuteur avec effectivement le demandeur en fonction aussi de sa motivation. C'est ça. Alors, il y a deux particularités. Je ne sais pas si tous les CAUE fonctionnent de la même façon. Enfin, a priori, je ne pense pas. La première spécificité dans les Deux-Sèvres, c'est que les études d'urbanisme, de création de quartier, sont confiées aux conseillers paysagistes. Ça amène une dimension un petit peu différente. Je pense que dans les secteurs ruraux, ça peut être intéressant. Et puis, il y a aussi un recrutement en 2 phases avec une audition des meilleures candidatures, on va dire. Et à ce moment-là, voilà, c'est là où tout se joue. Le moment de l'audition, il est essentiel parce qu'on voit très bien quand, malgré la qualité des différentes équipes, c'est pas, voilà, il y a pas de jugement par rapport à ça, mais il y a un moment où ça se crée. Et là, on le voit bien, même si je ne sais plus quel était le cas sur les honoraires, mais même si on est à 2 000 à 3 000 euros de plus sur les honoraires, c'est assez facile de dire, bon, regardez, 3 000 euros sur l'ensemble de votre opération, c'est rien. Vous allez passer effectivement, alors au départ on dit 2 ans, puis après des fois c'est 5, et puis des fois c'est un peu plus. Vous allez passer 2 ans ensemble, profitez-en pour que ce soit agréable. Et du coup, voilà, ça passe automatiquement. Donc là, effectivement, quand on est dans ce cadre-là, tout est gagné, quoi. Écoutez, tant mieux. C'est vrai aussi, c'est un point plutôt important, effectivement, de le souligner, c'est que, Monsieur le maire, vous parlez d'opérations à long terme. C'est-à-dire que vous avez une vision effectivement assez importante sur l'avenir et que du coup, effectivement, le montant des honoraires qui vont rémunérer la prestation est relativement faible par rapport à l'importance effectivement que va prendre le projet dans ce long terme. Moi, j'ai retenu 2 choses. D'abord, pour bien gérer les terres, il faut mieux avoir un maire qui soit agriculteur. Et puis, la deuxième, c'est qu'effectivement, on va faire disparaître le terme lotissement de nos propos. Voilà, c'est plutôt une bonne formule. Moi, je suis assez d'accord sur ce point-là. Est-ce que vous pouvez nous relater, vous, donc, vu du côté de l'élu, cette aventure? Comment, effectivement, vous avez... donc, premier contact, vous nous avez effectivement un peu expliqué comment vous étiez engagé dans cette démarche-là, et ensuite, comment vous l'avez accompagné, parce que, Christine l'a souligné, s'il n'y a pas, effectivement, à un moment donné, quelqu'un qui tire la charrue, eh bien, ça ne marche peut-être pas forcément tout seul, cette histoire. La réussite de cette histoire, parce que on pense qu'on l'a réussi et c'est une belle histoire, ça a été la rencontre. Et le fait d'être en communication et en compréhension avec une équipe, je pense que c'est fondamental. Moi, je suis en train de conduire 3 autres projets avec 3 architectes différents. Donc ça fera 4 expériences. Et c'est très différent selon le tempérament de celui qui mène et de celui ou celle qui a le rôle de maîtrise d'œuvre. Donc il y a ça, je pense que c'est fondamental. Vous l'avez dit, c'est une rencontre qui est fondamentale. Et puis après, il faut certes être convaincu pour cheminer, accompagner. Nous, on n'a pas lâché l'équipe de maîtrise d'œuvre. Toutes les réunions de chantier, on y était. À chaque fois qu'il y avait quelque chose qui ne nous plaisait pas, on demandait des comptes. Mais ça ne veut pas dire qu'on était entêtés. Et heureusement, parce qu'on a quand même cheminé. Quand ils ont voulu nous vendre des parcelles à 350 mètres carrés, chez nous, j'ai dit non, c'est impossible. Et en fin de compte, c'est les premières qui se sont vendues. Donc on a cheminé. Et puis après, il faut avoir une vision, alors certes à long terme, qui est un peu risquée parce que les mandats, ils sont de 6 ou 7 ans, ils ne sont pas sur 20 ans. Nous, on a construit un lotissement qui a 27 parcelles. La réaction de la DDT au départ a dit « mais vous êtes complètement fou, vous vendez 1 à 2 maisons par an sur votre territoire ». J'ai dit alors, ça fait 25 ans, c'est pas forcément gênant. Donc on a intégré le service de la DDT dans notre comité de pilotage à chaque fois, donc on n'a pas eu des mauvaises surprises. À chaque fois, on a été accompagnés, et ça a été très important de les intégrer, et je remercie d'avoir été fidèles. Mais si nous avions fait... il aurait été bien plus opérant de faire 2 tranches, de faire une tranche avec 10-12 parcelles et peut-être une deuxième tranche. Mais financièrement, ça nous aurait coûté beaucoup plus cher.
Alors, après, on s'en fout si ce n'est pas nous qui assumons les comptes, mais bon, c'est quand même de l'argent public qu'on véhicule. Et donc, financièrement, c'était mieux de risquer, prendre un risque mesuré, me semble-t-il, pour tout faire, 27, et dire, ben voilà, on a entre 20 et 30 ans pour l'habiller. Alors après, il y a la crise de 2008 qui est arrivée, qui ne nous a pas aidés. Les banques sont de plus en plus exigeantes avec les primo-accédants. Le règlement intérieur n'est pas un frein hein, quand il est expliqué. Il engage une plus-value d'environ 1 000 € parce qu'on exige des débords de toit. Hein, et donc, on reprend ça sur les maisons d'environnement autour. Et donc, on a offert, en contrepartie, on offre le raccordement à la station qui, normalement, coûte 920 €. Donc, on a dit, bah, écoutez, dans ce cas-là, nous, on vous exige des débords de toit, mais nous, on prend en charge ces 920 €. Donc, on s'arrange comme ça avec les gens. Et puis, on s'est intéressé à quelques investisseurs aussi. Moi, je connaissais 2 artisans qui occupent leur équipe en période creuse en mettant des maisons sur des lotissements. Donc, on a réussi à en séduire un. Donc, on est parti comme ça. Il y a eu 2 maisons. Après, un collègue aussi qui voulait investir. Ben, j'ai dit, pourquoi pas, regarde ce qu'on fait, c'est en face l'école, les effectifs, etc., les plus-values d'habiter là. Donc, il a mis une maison. Et puis après, on a eu un deuxième habitant de Sevray qui a voulu sortir de sa maison en location, qui a construit ici. Et ça a stagné depuis 2-3 ans. Là, donc, on a décidé de nous, la commune, d'investir dans 2 maisons. Donc, les maisons, ça s'autofinance. Hein. Enfin, si on arrive à être un peu aidé, et on y arrive, le solde est pris en charge par les loyers. Donc, on ne prend pas un grand risque dans une commune où on a une demande de location qui est réelle. Donc, on a mis 2 maisons et on les a fait pour correspondre un petit peu à l'esprit. On a fait 2 maisons passives. Alors ça, je ne vous le dis pas, c'est une autre aventure. Et donc, mais qui ont été louées tout de suite. Les gens, enfin, j'étais encore avec eux hier soir, ils sont absolument ravis. Et puis, on a d'autres habitants de la commune qui sont anti-lotissement, que je connais depuis maintenant 2 ou 3 ans, et qui voulaient absolument construire à Sevray. Alors, on a une certaine attractivité, donc on en profite, hein, et puis on le cultive. Et donc, je leur dis qu'ils ont tout à fait raison, mais il n'y a pas de maison à vendre. Hein, donc, j'y construisais dans notre écoquartier. Non, c'est un lotissement, etc. Puis, au fur et à mesure, quand même, ils ont mûri, ils ont regardé que c'était pas ailleurs, c'est des vieilles maisons à restaurer, elles leur plaisaient pas forcément. Et on a signé la semaine dernière la vente d'une des plus grandes parcelles, 970 mètres carrés, qui est la plus grande. Et ils vont venir habiter un lotissement, alors qu'ils étaient anti-lotissement au départ. Donc, c'est pas un lotissement, mais eux, quand ils m'ont rencontré à chaque fois, ils disent, on veut surtout pas habiter dans ton lotissement. Je dis, c'est pas un lotissement, c'est un écoquartier, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et puis après, leur argument était de dire, mais on pourra, dans une des parcelles qui font moins de 1000 mètres carrés, on fait pas de jardin. Donc, je les ai pris par la main, et puis je dis, montrez-moi votre jardin. Alors, c'est des gens qui ont la trentaine, hein, qui sont, comme beaucoup d'entre vous, 2 enfants en bas âge, et ils font un jardin. Donc, j'ai été voir leur jardin. Mais c'est grand comme l'estrade. Il y a 10 pieds de tomates, il y a 3 salades et 4 concombres, quoi. Et puis un petit arbuste. Mais j'ai dit, pourquoi vous avez besoin de 900 mètres carrés pour planter 10 pieds J'ai dit, nous, on plante 100 pieds de tomates, 2 km de haricots. Enfin, on fait des vrais jardins, quoi. Hein, mais après, on a un motoculteur, une moto-faucheuse, on ne sait pas entretenir les arbres, donc c'est plus d'actualité. Donc regardez ça, et vous aurez vraiment la place dans vos 970 mètres carrés. En plus, il donne face à la Noue. Alors ça aussi, ça nous a consommé beaucoup de terrain, et elle ne sert pas. Hein. On a passé 2 hivers hyper pluvieux, ça reste 2 jours. Donc on a laissé ouvert, et j'ai dit, ça, c'est votre terrain de jeu pour les enfants. Donc on va y mettre certaines choses pour attirer les enfants, et ça fera partie de... Ça devient... Comment ? Vous mettez les enfants dans les Noues. Il n'y a pas d'eau, donc c'est bête. Et donc, ça fait un terrain de foot, ils peuvent jouer au ballon, ils peuvent s'amuser. Moi, ça fait 6 ans, 7 ans que c'est fait. On a vu une fois l'eau qui restait 2 jours. Donc, c'est bon. Alors après, analyse de sol, etc. Désaccord avec l'équipe de maîtrise d'œuvre, obligation réglementaire, donc on a cédé. Et puis, ce qui est important, c'est la dernière chose que je dirais, c'est qu'on ne peut pas faire ça indépendamment de la population. Donc au départ, parce que ça nous a un peu endettés, on a eu la chance de bien le financer. Donc merci aux financeurs, au passage.
Et comme on endette un peu la commune et puis qu'on fait ça dans le centre-bourg, donc on a fait, quand on a lancé ce projet-là, bon, c'était sur le projet quand il y a eu les élections là, dans notre profession de foi, ça y était. Et puis après, on a fait une réunion publique en présentant les équipes, voilà ce qu'on veut faire, voilà ce que veut dire AEU, voilà comment les petites parcelles, mais en fin de compte, regardez ce que vous faites, la grandeur de vos jardins. Enfin bon, on a essayé de discuter un petit peu. On a eu un retour positif de la population. Après, en cours de chantier, tous les ans, on fait à l'occasion des fêtes du patrimoine, il y a un événement qui se passe, on l'a fait sur place pour aller voir les travaux, combien ça coûtait, comment ils étaient, pourquoi on faisait comme ci, comme ça, pourquoi des voies étroites et des fossés, alors qu'aujourd'hui on fait des grands trottoirs et on enterre tout. Donc on l'a expliqué, les gens le comprennent bien, c'est ce qu'il y a chez eux. Et puis après, pour planter, toutes les parcelles sont plantées en essence locale, au nom de la biodiversité, hein, c'est quelque chose qui nous parle, et puis c'est quelque chose qu'ils ont chez eux, donc on a reproduit ce qu'il y a chez vous. Et donc là, un an à l'avance, on leur a demandé de faire des plans, ou des greffes, parce qu'on a quelques gens qui sont des experts de la greffe, parce que l'an prochain, à la Sainte-Catherine, dans ce lotissement, on plantera. Mais ils sont venus, alors j'ai plus le nombre de pieds, mais c'est impressionnant ce qu'on a planté, quoi. Et alors on a fait haricots jambon à volonté à midi, dans la cantine, donc mélange avec les gosses, et puis ils sont plantés matin, ça a duré toute la journée, le lendemain aussi. Aujourd'hui, c'est magnifique, hein. Ça fait 3 mètres de haut, on est sur de très bonnes terres. Et donc, je pense que tout ça pour dire que l'implication de la population est importante. Parce qu'eux-mêmes, c'est les principaux prescripteurs. Nous, on passe, on est élus, puis demain, on ne sera plus élus. Ceux qui habitent, ils vendront ça à leurs enfants, à leurs petits-enfants, à leurs voisins. Mais ils parleront de ce qui se passe sur la commune de manière positive et impliquante. Donc, il faut qu'ils se sentent impliqués. Et ça a été fondamental. Et je ne sais pas si on le voit, mais là, en face, le 5, il y a un ancien bâtiment qu'on a récupéré, qu'on appelle les Halles, un ancien bâtiment de charpentier, enfin menuisier charpentier. Et on a construit à l'extrémité, donc qui pénètre dans l'écoquartier, un four à pain. Et donc maintenant, quand les associations utilisent ces halles, parce que c'est très grand, et on l'a cimenté, on l'a abrité, éclairé, etc., mis eau froide, eau chaude, enfin bon, et le four à pain est à cette extrémité-là. Donc, quand il y a des manifestations, assez souvent, parce qu'on a un tissu associatif qui est riche, eh bien, ils vont dans cet écoquartier. Donc, ça implique, ça intègre, c'est une manière aussi d'intégrer, quoi. Alors, j'en parle de manière positive. On n'a que 8 parcelles, hein. Il en reste 19 à vendre. Hein. Donc, bon, c'est bien, on a 20 ans devant nous. C'est bien parti, voilà. Mais c'est vrai, c'est important effectivement d'insister sur cette dimension sociale. Je crois qu'effectivement, un projet de cette qualité, il a du sens parce qu'effectivement, il amène aussi, il répond à des questions sociales environnementales bien évidemment, mais sociales aussi en termes d'économie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, votre projet est susceptible effectivement d'accueillir des gens modestes dans des conditions qui sont tout à fait, plutôt bonnes. Oui, le prix de vente est au prix de vente de l'environnement. Hein. On est à 22,60. Je ne sais pas comment on a fait pour trouver la virgule, mais dans l'environnement, c'est entre 20 et 25. Alors, il nous revient plus cher. Hein. Ça veut dire qu'il faut être capable de l'accepter par notre budget, hein, ce qui est le cas. Mais il faut être conscient de ça. Si on reste à 33 € comme il coûte, c'est plus difficile. Hein. Les constructeurs qui ont été sollicités disent « c'est bien, on vient le visiter, mais il faut que vous soyez dans l'environnement ». Et maintenant, on amène des plus. C'est planté, on ne paye pas d'assainissement. L'obligation des façades sud, ça amène de l'ensoleillement. Vous avez assez grand pour votre jardin. Vous emmenez vos enfants à l'école qui est en face. Le bus du collège et du lycée, on le fait arrêter en face de l'écoquartier. Donc, il y a un certain nombre d'éléments qui plaident pour, mais il faut que financièrement, on soit capable... Enfin, il faut faire du montage financier, quoi. Oui, c'est ça, parce que ça ne se mesure pas tout de suite, cette économie, effectivement, du peu de déplacement, des infrastructures lourdes à gérer. C'est pas, pour celui qui vient habiter, ce n'est pas forcément tout de suite parlant. Par contre, effectivement, sur le long terme, on peut s'apercevoir qu'il va finir par retrouver ses billes et son investissement de départ. Il amène ses enfants sans prendre la voiture. Ça, c'est un plus. Là, on construit une maison cet hiver. On vient de recruter l'architecte, qui est une MAM, pour les assistantes maternelles. Il pourra faire garder ses enfants du matin au soir. On a mis une garderie, on a rajouté une garderie à l'école pour dire, vous partez embaucher à 7 h du matin, vous rentrez le soir à 19 h,
vos enfants, ils sont allés vous les avez mis en sécurité, ils sont pris en charge. Donc, si on veut mettre des euros au bout, on est capable quoi, de le faire. Et nous, même si on laisse, ça nous coûte 10 € du mètre carré quand on vend, puisque le prix de revient est à 33 et on vend à 22, aujourd'hui, j'ai 8 taxes d'habitation et 8 taxes foncières qui rentrent. Donc, ça rentre aussi dans la mécanique financière. Bon. Tu voulais dire encore un petit oui, mot? Moi, c'est juste, c'est des pistes aussi pour cet après-midi. Par rapport à la question du paysagiste, en fait, la palette végétale, j'ai sollicité en gare 21. Mais malheureusement, avec ce qu'on avait convenu comme honoraire, c'était pas possible. Et ça, c'est un vrai sujet. C'est la collaboration. Moi, j'étais malheureuse de ne pas avoir de paysagiste. Et j'ai quand même demandé à Hangar 21, sur mes honoraires, de faire la palette végétale. Ça, c'était indispensable. L'autre piste, c'est quoi? Aujourd'hui, ce genre d'opération, c'est expérimental. Et l'enjeu, avec la loi LCAP, c'est de faire en sorte, comme l'architecte, il est là, c'est lui aussi le garant du projet architectural. Et voilà, et de faire ça avec ses amis paysagistes. Voilà. Et comment, à cette occasion, et maintenant, pas dans 2 ans, on va pouvoir mettre dans la vie ordinaire ce qui aujourd'hui ou hier était expérimental. Voilà, il y a ces 2 sujets-là. Et puis le 3e sujet, c'est que dans un lotissement communal, on peut se permettre de faire des choses où c'est plus compliqué. Moi, je travaille aussi pour du privé. Et voilà, alors c'est un vrai enjeu, surtout sur les petites opérations privées, avec les lotisseurs. On n'a pas cette marge de manœuvre, on a la question d'équilibre opérationnel. Et ça, pour nous, les architectes urbanistes, c'est un vrai sujet. Voilà, comment... Parce qu'aujourd'hui, on est incontournable puisqu'il faut la signature, je déteste ce mot-là, il faut la participation au PAP de l'architecte. La signature, c'est administratif. La participation, et comment on va se positionner sur, à la fois aussi en pluridisciplinaire, sur des opérations, des petites opérations communales, mais surtout sur des opérations privées. Merci Christine. Est-ce qu'il y a des interventions dans la salle pour interpeller notre élu, par exemple? Non, on va vous passer un micro. Merci. Bonjour, donc je suis Jean-Baptiste Lacombe, paysagiste basé à l'île de Ré. Et j'ai 2 questions. Donc, l'une concerne le traitement des franges. On voit que sur la partie vraisemblablement à l'est, il y a soit une allée existante où il y a un traitement à distance par rapport à l'agriculture. Donc, si vous aviez quelque chose à préciser sur ce travail de tissage entre le paysage existant, notamment agricole, qui n'est pas forcément un rapport toujours facile à gérer, et le nouveau lotissement. Et la deuxième chose, c'est face à la temporalité que vous avez, qui est plutôt longue pour bâtir ces lots. Est-ce que sur ce cas, vous avez envisagé une mesure qui permet temporairement de ne pas avoir forcément des pages blanches qui attendent pendant 10 ans d'être bâties, mais avoir un projet temporaire d'animation de cet espace ou d'utilisation quelconque? Merci. Peut-être je réponds sur la première question. En fait, vous parlez de la lisière ouest ici. Ouest, eh bien, en fait, c'est celle-là. C'est celle-là. Et c'est vrai que avant qu'on intervienne, il y avait là, c'était pas de existante. Hein. Oui, il y avait rien. C'était le champ qui se continuait là et qui allait jusqu'à cette frontière végétale ici. Donc tout ça a été créé de toutes pièces. Alors c'est vrai que on avait la problématique de récupérer les eaux pluviales. Donc forcément, il fallait les arrêter. Donc il y avait cette grande noue qui a été. Et puis voilà, aujourd'hui on a ça entre le champ et le. Ça a été recréé. Et c'est vrai que bon, aujourd'hui, quelques années après, pardon. On est nord-ouest, hein. C'est des OG qui ont été plantés. Vous n'avez rien auparavant, mais des essences ont été choisies pour être prises. Voilà. Voilà, c'est donc exactement. Il y a les essences nécessaires. Et puis sinon, par rapport. Oui, voilà, c'est ça. Ici, là. Oui, oui. Elle est technique et partagée, d'après ce que j'ai compris. Vous le voyez là, et vous le voyez aussi sur la première photo, regardez. Ici, là. Là, on est côté lotissement. Ça, c'est communal. Vous voyez là, nous, les plantations, et puis double plantation avec les haies de fond de l'eau. Et puis le champ derrière. Alors, peut-être pour attendre, peut-être vous voulez... Oui. Par rapport à ça, c'est vrai que là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on est dans un lotissement communal, on
peut se le permettre, sur un lotissement privé, ce serait probablement impossible de faire ça. J'imagine. Enfin, ou alors... Les surfaces, il y avait une certaine surface qui était obligatoire pour les nous. Parce que... Ça, c'était juste les calculs techniques. C'est notre bureau hydraulique qui a calculé tout ça et on sait que toujours, c'est un petit peu plus peut-être. Bon, là, on a quand même réussi à faire une opération avec beaucoup d'espaces verts. Aujourd'hui, ça évolue la question des calculs hydrauliques. On arrive parfois à faire des lotissements sans bassin aujourd'hui en travaillant qu'avec des noues. On économise de l'espace. Et ça, moi, je le dis toujours en formation, c'est la question de bien travailler en tant qu'architecte avec les paysagistes et avec les bureaux qui, eux, sont parfois un peu trop dans leurs calculs et qu'on arrive... Il y a la problématique de la gestion de l'eau, il y a la problématique des émergences, toute cette question-là. Et c'est vrai que la question de la pluridisciplinarité, comment on arrive à travailler avec des bureaux verdés qui prennent soin aussi de nos préoccupations, de l'image, etc. Et puis aussi de l'économie du projet. Moi, je rajoute toujours des mètres carrés cessibles. Alors, je discute avec les paysagistes. Oui, tu prends des mètres carrés. Voilà, c'est une question de répartition de ça, d'être très cohérent par rapport aussi aux équilibres opérationnels. Voilà, il faut, parce que l'architecte, c'est souvent, il est trop cher. Et c'est pas vrai. Si on travaille bien en équipe pluridisciplinaire, on vise l'équilibre opérationnel. Alors là, c'est un petit peu compliqué à 25 €, mais on peut viser l'équilibre opérationnel à du 60 € de sortie hors taxe. Et ça, on sait le faire. On sait le faire. Voilà. Donc, mais il faut que ça soit aussi notre préoccupation d'Archi-Urba et que tout le monde travaille dans ce sens-là. Oui, l'équilibre, elle est aussi dans l'intelligence de chacun à concilier effectivement à la fois la part technique et comment effectivement on fait au niveau de l'usage. Vous parliez tout à l'heure de la mixité des lieux, notamment j'ai bien entendu que le terrain de foot pouvait effectivement en cas de sécheresse pouvoir servir effectivement aux enfants. De toute façon, quand il pleut, les enfants ne sont pas dehors, hein, donc il n'y a pas de souci. Donc c'est ce que vous vouliez dire par rapport à ce traitement des espaces un peu... Oui, puis je voulais répondre en même temps à la deuxième question, ce qui était sur l'occupation. C'est un vrai souci, ça. On ne peut pas laisser un lotissement, d'autant que là, on était ambitieux, on a fait les 27 parcelles d'un coup, on ne peut pas le laisser inoccupé. Donc on a eu 3 maisons qui se sont construites, enfin 2012-2013, et puis après, c'est resté tranquille, donc, parce que les banques sont de plus en plus exigeantes pour les primo-accédants, et c'est là où on a décidé de construire deux autres maisons. Donc du coup, il y a un investisseur qui s'y est mis, et là, on a une MAM une nouvelle maison qui est en projet. Donc ça met du mouvement. Et si on veut être séducteur, il faut pas que ça dorme, quoi. Donc on a d'autres projets hein, de construction. Mais la MAM, on l'a fait sur 2019. Alors on verra sur 2020, 2021 ce qui se passe, quoi. On a celle que j'ai signée la semaine dernière qui va se faire sur 2019 aussi. Donc il va y avoir du mouvement. Donc ça, c'est important. Et puis après, il faudra y réfléchir. Mais c'est embêtant de laisser... On ne peut pas laisser dormir une opération comme ça. Et un autre moyen d'être séducteur, c'est de finir les travaux. Souvent, on diffère les travaux de finition et c'est une catastrophe. Et là... alors, c'est vrai que Hydraulique Environnement a un peu poussé M. Charpentier à un moment en disant « Mais si, il faut finir !» Et puis surtout que comme c'est long, voilà, nous, il fallait qu'on finisse aussi nos missions. Ça a arrangé tout le monde. Et puis surtout, il y a l'image. C'est pas un chantier, c'est fini. Et c'est beaucoup plus propre et c'est plus vendeur. Alors, il y a un risque à prendre. Et ça, il faut savoir aussi protéger les ouvrages pendant et bien manager les constructeurs avec les engins de chantier pour pas qu'ils viennent abîmer. Mais c'est possible. Et on a la preuve ici. On demande en plus un chèque de caution quand ils viennent commencer les travaux. On prend en photo les réseaux, la voûte, etc. Jusqu'à maintenant, ça n'a jamais posé de problème. Mais tout est terminé, oui. Ça c'est clair. Sinon, ça fait chantier. C'est pas... Bon, j'imagine aussi qu'à l'île de Ré, on n'a pas les mêmes problématiques de pression foncière qu'à Sèvres. Bon. Monsieur Kevin a une photo, a une question. Vous avez combien d'habitants dans la commune, sans compter les nouveaux arrivants sur le... 650 habitants, 652, voilà. 652. Ouais. Mais il y a 20 ans, on avait 470. D'accord. Et c'est la troisième opération de lotissement qu'on fait. D'accord. C'est votre premier mandat ?
Non, c'est le troisième. C'est le troisième. Ouais. Et ce qui est important, à mon sens, c'est que vous puissiez, en tant qu'élu, porter plus longtemps que la durée d'un mandat classique la force, les forces qui ressortent de projets comme ceux-là. Parce que si on a une... c'est un projet qui n'est viable qu'à condition qu'il perdure dans le temps. Vous le voyez vous-même, puisqu'en fait, il y a une majeure partie des parcelles qui restent vides. Mais il aurait fallu faire 2 fois 12 ou 2 fois 13. Oui. Voilà. Oui. Enfin, les élections, elles sont comme ça. Le mandat, il est de 6 ans. Vous n'allez pas le changer. Après, ça... Ce que je voulais dire par là, c'est qu'en fait, ce qu'on oublie depuis le début, c'est qu'en fait, la question du lotissement ou de l'écoquartier, c'est une question d'urbanisme. Et l'urbanisme n'a pas l'échelle temporelle de celui de la politique. Alors mettez-le. Et ça mais c'est peut-être là-dessus, effectivement, qu'il faut aller chercher les bonnes réponses. C'est peut-être... Parce que bon, on sait que le système législatif est compliqué à faire bouger, il suffit juste de regarder les infos aujourd'hui, mais peut-être que c'est aussi à nous, en tant qu'architectes, urbanistes, paysagistes, à se poser la question, à phosphorer pour trouver des solutions qui justement mettent peut-être plus facilement l'urbanisme, je n'ai pas les réponses, mais plus facilement l'aménagement du territoire à l'échelle temporelle des mandats politiques. Enfin, politique ou pas, mais bon, là, on va le prendre au sens plus large. C'est compliqué. La réponse qu'on peut avoir, enfin, que je trouve, la partie de réponse que je trouve, c'est que si le projet a été, et c'est toute la difficulté ou la réussite de la combinaison avec l'équipe de maîtrise d'œuvre, c'est de trouver les arguments qui demain peuvent être emmenés par d'autres. Le fait d'avoir la façade de vie qui est au sud, que vous soyez de droite ou de gauche, le soleil il chauffe, quoi. Le fait d'avoir que la parcelle soit plantée avec des fruitiers, que des essences locales, du floral, du fruitier et du local, c'est un argument supplémentaire. Le fait que financièrement l'opération soit équilibrée et intègre la moins-value, celui qui prendra les rênes demain, il n'aura pas cette préoccupation ou dire voilà, j'ai un endettement absolument, il faut que je cours après, etc. Donc, et la voie routière unique, la proximité de l'école, etc., sont des arguments qu'il a fallu mettre en avant, d'abord pour nous convaincre, nous, dans le travail collaboratif qu'on a fait, et quand on a mûri. Mais si demain, il y a quelqu'un d'autre, et il y aura quelqu'un d'autre à ma place, soit il mettra ces arguments-là, mais qui sont les arguments de bon sens, mais peut-être qu'il peut les mettre en l'air. La population a appréhendé ce projet-là, l'a intégré. Les élèves sont venus, les élèves des parents qui habitent dans la commune sont venus planter des arbres ici, et des anciens aussi qui ont greffé, qui ont machiné, tiens, ça c'est moi qui l'ai fait. Donc c'est un ensemble d'arguments, c'est les seules réponses que j'ai, mais qui peuvent faire que ça rendra difficile demain quelqu'un de dire on balaie, on ferme, et puis on passe à un autre sujet, malgré la temporalité qui est différente. Voilà. Donc la dimension humaine au-dessus de la dimension politique, et une proposition de recyclage pour notre élu au CAUE 79. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir ? On conclut ? Eh bien, écoutez, merci pour cette matinée chargée. Et à tout à l'heure, 14h.